Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui prendra la forme d'un top 5 pour faire croire que ça va être fun et qu'on va s'amuser, alors qu'en réalité on va parler de technologie et plus précisément de ces aspects que l'on peut considérer comme négatifs. Mais je vous vois déjà venir, vous allez me dire « Oui, tu vas encore critiquer que les jeunes ils sont tout le temps sur Facebook et les réseaux sociaux, qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone portable et pas assez dans la vraie vie. » Mais non, rassurez-vous, mon but ça va être d'aller un petit peu plus loin que ça et de vous proposer des pistes de réflexion un peu originales, que vous n'avez peut-être jamais entendues d'ailleurs. Tout ça à travers des idées, des concepts de philo, de sociaux et même, soyons fous, d'économie. À ce propos et avant de commencer, je me permets juste de rappeler que j'avais fait un podcast audio qui expliquait comment la technologie impactait nos différents niveaux d'existence, et la vidéo que vous allez voir maintenant, celle dans laquelle vous vous trouvez, n'est pas un résumé ou une redite de ce podcast. Il s'agit de nouvelles réflexions dans un format un petit peu plus accessible, un petit peu plus synthétique qu'une grosse vidéo d'1 heure. Bref, on va pouvoir commencer sans plus attendre avec le premier point que j'ai intitulé « De l'omniprésence de l'homme ». Ce point-là, il est basé sur la réflexion d'un philosophe français qui s'appelle Jean Kelevitch, qui, lors d'une conférence, lors d'un cours sur l'immédiat, a évoqué une idée qui m'a pas mal interpellé, c'est celle de l'omni-absence. L'espace nous sépare, nous sépare des autres, par exemple. L'espace nous rend multi-absents, omni-absents, fait de l'être présent quelque part un être omni-absent. Mais à y bien réfléchir, l'espace rapproche et relationne autant qu'il sépare. Car s'il empêche l'être fini d'être partout présent, comme seuls les dieux, s'il l'oblige à rester dans la colocation de son lieu privé, et là seulement... En résumé, nous sommes des êtres finis, autant dans le temps que dans l'espace, qui évoluons dans un espace lui aussi fini, mais dont les dimensions dépassent tellement notre condition d'humain qu'il nous paraît infini. Vous comprenez donc que l'idée de l'omni-absence vient du fait que si je suis ici, dans ma chambre par exemple, je suis absent de tous les autres endroits du monde, ce qui pourrait être vu comme une fatalité, mais en réalité, c'est cela même qui permet le voyage. Par contre, l'espace, c'est la possibilité de tous les mouvements, n'est-ce pas? Tout ce qui est possible est permis. Donc l'espace est un milieu parfaitement obéissant dans lequel l'homme a la permission de faire ce qu'il voudra. Et il en est de même du temps. Si l'on admettait un monde où la téléportation serait possible, alors on supprimerait la notion de voyage, mais également l'idée même de monde. Et oui, si depuis ma chambre je pouvais accéder directement à Santiago ou Ulaanbaatar, alors le monde ne serait plus vraiment un monde, à moins que vous ne considériez que votre appartement soit un monde. Le fait est que dans notre réalité physique, la téléportation est impossible, mais on a créé un environnement numérique qui la rend possible, Internet. Avec un moteur de recherche, vous pouvez partir de n'importe quel point et arriver à n'importe quel autre point quasiment en instantané. Les transferts se font en vitesse lumière. C'est pas anodin. L'homme arrive à communiquer à la vitesse la plus élevée qu'il puisse concevoir. C'est quelque chose qui relève du divin. On a réussi à franchir une barrière que notre corps ne peut pas supporter. On a ce pouvoir à portée de doigt. Et cette idée de vitesse de la lumière, elle est hyper symbolique, car elle dépasse nos pensées et gestes. Si l'on pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière, marcher en vitesse lumière, la Terre cesserait aussitôt d'être un monde. Et de nos jours, on peut aller à n'importe quel endroit du globe en une seule journée de voyage. J'appelle même pas ça du voyage à ce stade. Et cet hyper-nomadisme va à l'encontre du concept de voyage. Ça, c'est une idée d'Alain Damasio qui dit que le GPS, ou le smartphone, qui permettent le nomadisme justement, finissent par devenir un point d'ancrage fixe avec le réel. Dans une ville étrangère par exemple, ton rapport avec l'environnement passe par l'écran. Pour prendre des photos, pour te repérer dans les rues, pour connaître les bons restos, pour apprendre le langage, etc. etc. Et de ce fait, la technologie va dégrader l'expérience de voyage. Pour illustrer cette idée, j'ai une petite phrase à vous proposer qui vous fera réfléchir, je l'espère. C'est de dire que, à défaut d'avoir un monde sans machine, on a une machine sans monde. On a un accès immédiat au savoir, plus besoin de passer du temps, plus besoin de voyager pour découvrir des choses. Et cela fait de nous des sortes de petits dieux qui s'ignorent, qui tirent plus d'avantages à évoluer dans un univers artificiel qu'on s'est créé, plutôt que le monde physique qui nous entoure. La technologie nous a permis de satisfaire un désir d'ubiquité. Pour moi, ça reste un point négatif, car il détourne notre attention du monde primaire et des possibilités d'interaction de notre propre corps avec celui-ci, pour à la place se concentrer sur des interactions uniquement oculaires et tactiles avec un univers créé sur mesure. Mais pour d'autres personnes, cela pourra paraître comme quelque chose de très positif. Mais le débat du bien et du mal, j'en ai rien à branler. Je vous donne juste ma vision des choses et c'est vous qui réfléchissez derrière. Bon allez, deuxième point. Le 4e mur. Alors celui-là je l'aime bien parce que c'est vraiment de la sémantique. Je trouve ça plutôt amusant que le terme qu'on utilise pour désigner l'interface des réseaux sociaux, ce soit celui de mur. Parce que, par exemple, quand Trump dit qu'il veut construire un mur entre les États-Unis et le Mexique, tout le monde s'insurge.
Et pourtant, on est les premiers à alimenter le mur Facebook, le mur Twitter, le mur Instagram, le mur que sais-je encore. Et finalement, quelle différence y a-t-il entre ces murs-là et les murs qui font une barrière physique entre les individus ? Et ben je serais tenté de vous dire que c'est quasiment la même chose, à ceci près qu'il y a un mur matériel et un mur immatériel. Mais ils ont la même fonction. En fait, les murs des réseaux sociaux sont vus comme quelque chose d'assez positif, une sorte d'ouvrage collaboratif où chacun mène sa petite brique et son petit ciment pour construire tous ensemble un mur qui nous rassemble. Et si on a cette illusion, c'est uniquement à cause de l'œillère qu'est l'écran. Et c'est très malin. L'écran, c'est la brique qui cache le mur, si vous voulez. Il cache deux choses. La première, c'est que le mur est vertical. En aucun cas, il est horizontal. Et sur la symbolique, je trouve que c'est vraiment pas anodin. Ça implique une hiérarchisation des individus, une hiérarchisation des faits, et il n'y a pas de lien horizontal entre les individus. C'est la popularité d'une personne qui définit la portée de ses paroles sur internet. La seconde chose que masque l'écran, c'est la longueur inimaginable du mur. On n'en voit qu'une partie infime, mais si on le déroule dans son intégralité, jusqu'où va-t-il ? Combien de kilomètres est-ce qu'il peut faire ? Alors j'ai pas trouvé d'informations à ce sujet, mais si vous mettez bout à bout tous les posts de Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux, alors je pense qu'on aurait de quoi construire une échelle qui irait vers une planète encore inexplorée du système solaire. Donc sans s'en rendre compte, on a construit les murs les plus hauts de l'histoire de l'humanité. C'est la construction qui se rapproche le plus de l'infini. Et le fait de ne l'avoir qu'à travers un petit écran ne permet pas d'en mesurer les dimensions ahurissantes. Et le fait qu'il s'agisse de réseaux sociaux implique une idée que je trouve géniale et terrifiante, c'est de se dire qu'on s'entoure de murs pour être ensemble. Et donc il faut garder à l'esprit qu'à chaque fois que vous postez, que vous commentez, que vous aimez, que vous partagez quoi que ce soit sur n'importe quel mur, vous contribuez à sa construction. Et comme je vous le disais, chaque action de chaque individu sur tous les réseaux sociaux engendre une arborescence qui tend vers l'infini, sachant que chacune de ces actions est stockée sur des serveurs physiques. Au passage, je me permets juste de rappeler qu'une recherche sur Google génère 14 grammes de CO2 et que d'ici 2050, on prévoit que la moitié de la production électrique mondiale servira uniquement à faire tourner les serveurs d'internet. Et donc, on s'enferme entre des murs infinis en perpétuelle construction qui appellent à croître toujours plus. Une sorte d'infini exponentiel. En soi, c'est un concept intéressant, si c'était pour des choses importantes, belles. Mais quand on voit ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça fait quand même assez peur. Et donc si ce point-là s'appelle le quatrième mur, c'est parce qu'il est une étape supplémentaire dans l'évolution même du mur. Dans un premier temps, le mur servait de séparation entre l'humain et la nature sauvage. Il avait pour fonction de satisfaire son désir de sécurité, une sorte de rupture entre son espace de vie et son environnement. Ensuite, il est devenu une barrière entre les groupes. Le mur isole les différentes tribus les unes des autres. Et enfin, au sein d'un même groupe social, on a des murs pour isoler les individus entre eux. Et c'est autour de ce modèle-là qu'a été pensée l'évolution de la ville. Et le mur du réseau social est une étape supplémentaire. Il s'agit d'un mur mental. Un mur non pas entre le corps d'un individu et le corps d'un autre, mais un mur entre les esprits. Un mur invisible mais qui assure une certaine étanchéité. Et donc là-dessus, j'ai une nouvelle petite phrase à vous suggérer, c'est que le mur physique est une rupture dans la continuité, ok, alors que le mur sur Internet est une continuité dans la rupture. C'est le principe du plus jamais seul, le lien constant avec les autres. On est joignable en permanence. La possibilité de coupure, en plus d'être rare et non désirée. Être présent physiquement avec une personne ne suffit plus. Il y a toujours un moment où votre interlocuteur ou vous-même allez envoyer un message, consulter Facebook. Et je trouve ça fou que ce soit devenu aussi compulsif comme attitude, presque instinctif. Enfin bref, passons tout de suite au troisième point dont je suis sûr qu'il va vous plaire, la société du porno. Alors avant que vous ne vous insurgiez, il faut que vous compreniez que pour moi, l'enjeu de ce point n'est pas uniquement sexuel. Ce que j'entends par pornographie, c'est le fait de substituer l'imaginaire par la réalité. C'est de ne plus suggérer, mais de montrer. Et donc il ne s'agit pas uniquement de films de boules, même si c'est en grande partie ce que je dénonce. Mais on peut appliquer ça à absolument tout. Le cinéma ou l'art en général, l'information, enfin tout ce que vous voulez quoi. Tout à l'heure, nous avions vu que Internet détruisait le concept de monde. Maintenant, on va voir qu'on s'attaque à l'imaginaire. Et pour ça, j'ai une nouvelle petite phrase à vous proposer que je trouve assez terrifiante et qui est, à mon sens, la plus impactante parmi toutes celles que j'ai à vous livrer. C'est de dire que la réalité devient désir. Oui, j'aime bien les inversions au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Ce que je trouve vraiment triste, c'est que ce besoin de consommation d'images pornographiques a été créé presque artificiellement, exactement comme on l'a fait avec l'industrie du tabac. Se masturber ou fumer une clope, ça revient à peu près au même. Ça repose sur les mêmes instincts et un mode de consommation assez similaire. Et ce que je trouve d'autant plus dommage,
c'est cette banalisation de la consommation. Et pour ne rien vous cacher, le discours qui consiste à déculpabiliser le visionnage d'images pornographiques en disant oui, c'est pas grave, le porno, tout le monde en regarde, c'est normal, il n'y a pas de problème. J'ai autant d'estime pour ce discours que ceux qui disent « Regardez ce genre de film, c'est un péché, vous irez en enfer, il faut vous confesser, sinon Dieu vous punira ». Ces deux discours sonnent exactement de la même façon à mes oreilles. Tous les deux sont autant méprisables. 100 milliards de vidéos porno regardées gratuitement sur internet chaque année. Et ça ne concerne que le contenu gratuit et à partir d'internet. Donc ça ne prend pas en compte les fichiers téléchargés directement sur un ordinateur, ni la télévision. Donc quand derrière on sait que chaque année sont consommés environ 200 milliards de paquets de cigarettes, on comprend que l'industrie du X cherche à suivre la même stratégie que celle du tabac, avec pour fondement le stress des gens et les circuits de récompense immédiate, pour pouvoir développer derrière une addiction. Mais une addiction sympa, hein, une addiction cool, sans substance extérieure qui agisse sur le corps. Donc ça va, c'est plutôt tranquille. Et donc, outre ce fait, pour moi ce qui définit le porno, c'est la suppression de l'imaginaire, mêlée à un processus addictif. Et à bien y regarder, c'est le modèle qui est suivi par tous les domaines en fait. L'art, bordel, l'art! Les productions actuelles sont d'une pauvreté innommable. Elles ne cherchent plus à faire réfléchir le spectateur. Le hors-champ a tiré sa révérence. Maintenant, tout doit être montré, expliqué au spectateur. Un exemple qui illustre cette évolution à merveille, c'est de comparer 2001, l'Odyssée de l'espace et Interstellar. J'ai fait une vidéo pour comparer ces deux films, mais tous les problèmes d'Interstellar viennent de cette absence totale d'imaginaire, de fantaisie, qui laisse place à une quête de réalisme presque absurde. Et quand bien même on aurait un film avec une fin ouverte et un scénario assez symbolique, eh bien on ne peut pas s'empêcher d'aller chercher des explications sur Sens Critique ou sur YouTube pour comprendre le film. Des fois qu'on devrait réfléchir par nous-mêmes, vous imaginez ? On pourrait courir le risque de comprendre autre chose que ce que le réalisateur a voulu nous dire et avoir une interprétation personnelle après avoir réfléchi des jours dessus. Ce serait absurde. Non seulement il faut avoir une réponse, une explication, mais en plus il faut l'avoir immédiatement. Et il faut confronter son avis aux autres, se battre pour défendre son point de vue. C'est ridicule quand on y pense. Faire des débats sur des avis. Je comprends pas. Enfin bref, tout ça pour dire que cette attitude démontre parfaitement comment on délaisse notre imaginaire et en même temps comment on devient accro à certains comportements. J'ai le souvenir totalement hallucinant d'une personne qui était partie en vacances quelques jours en Lozère, sans télé ni internet, et qui en revenant disait « ça fait quand même du bien de se couper de tout ça, ça m'a pas manqué ». Et cette personne disait ça en allumant la télé pour regarder le JT. Est-ce que vous vous rendez compte de l'aberration ? Mais pourquoi tu fais ça ? Personne t'oblige. C'est comme si t'allumais une clope en disant « putain, ça fait du bien d'arrêter de fumer ». C'est toi-même qui entretiens ta dépendance qui n'en est même pas une. C'est ça qui est dingue. Frédéric Becbédé a écrit un article dans lequel il disait une phrase que je trouve très juste. « Facebook est une addiction dont le sevrage ne génère aucun manque. » Et c'est putain de vrai. Essayez d'arrêter Facebook, et vous allez voir que ça ne vous manquera pas. Ça va même vous enlever un poids. 4e point, d'individu à image. Là aussi, c'est une idée qui est plutôt facile à comprendre. C'est que l'on n'est plus défini tant parce que l'on est, mais plutôt parce que l'on montre. Encore une fois, c'est possible grâce à la couverture des réseaux sociaux. Notre profil sur n'importe quel site sera plus une image vertueuse qu'un portrait réaliste de nous-mêmes. Et non seulement on va créer ces images qui sont un reflet déformé de la réalité, mais en plus on va les faire communiquer entre elles. C'est-à-dire qu'on ne va plus communiquer d'individu à individu, mais d'image à image. Typiquement, maintenant quand vous allez rencontrer une personne, vous allez l'ajouter sur Facebook, et vous allez d'abord vous découvrir numériquement, puisque la facette de la personne que vous allez voir sur Facebook va donner un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, ses goûts, sa profession, son parcours, ses opinions politiques, etc., etc. Et ça donne une accumulation totalement froide de données. Dire qu'on aime tel film ne donne aucune information qualitative. Ça ne dit pas à quel point on l'aime, dans quel contexte on l'a découvert, à quelle époque, ce qu'il nous a apporté. Les informations les plus essentielles en définitive. Et lorsque l'on poste un message public sur un réseau social, on ne s'adresse pas à un individu défini, on s'adresse à un groupe, à une masse. Et par conséquent, comme le message n'est plus ciblé, il devient impersonnel. Et en s'adressant à tout le monde, on ne parle à personne en somme. Et plus on va vivre dans un espace numérique, plus on va s'interfacer, et plus l'individu va disparaître derrière son image. Ça me fait penser à une scène totalement visionnaire de Playtime de Jacques Tati, dans laquelle les individus se confondent avec leurs reflets, et c'est poignant de voir à quel point les personnages ne savent plus faire la différence entre la personne réelle et son image. Et dans ce film, justement, Tati dénonce la disparition de l'individu dans son environnement, et cette nécessité de transparence, cette société de verre où tout est visible. Et la conséquence que ça, c'est que l'image qu'on crée de nous n'est plus calquée par rapport à ce qu'on est en tant qu'individu,
mais c'est ce qu'on va devenir en tant qu'individu qui est calqué sur l'image qu'on veut se forger. Est-ce que vous saisissez ? C'est-à-dire que je vais me créer une définition, une facette de moi qui sera cette image, et je vais faire en sorte que mes actes, mes choix, mes paroles au quotidien correspondent à cette image que je me suis créée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a cette remontée fulgurante de l'apparence, de l'image, du corps. On n'a pas un besoin d'être, on a un besoin de devenir, de correspondre à ce qu'on voudrait être, plutôt que d'accepter ce que l'on est. On a tous cette quête d'idéal, de perfection, parce qu'à travers les réseaux sociaux, c'est comme si l'on pouvait être observé à tout moment depuis une tour panoptique, où on serait entouré de verre et visible par tous, constamment. Donc c'est pour ça que les forums, Twitter, YouTube, ça se développe autant. C'est parce que ça nous donne cette possibilité d'être sous notre apparence la plus vertueuse, laisser nos défauts de côté et être le plus proche de cet idéal en étant entouré de personnes qui nous ressemblent. Maintenant, ce qui compte, ce n'est plus l'individu, mais l'image. Ce n'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il fait. Et notre image, elle a besoin de vivre, autant que notre part d'individu. C'est pour ça qu'on a autant besoin de se prendre en photo, de poster des choses, de réagir, de partager des articles qui nous ont plu. C'est l'instinct de survie de cette image qui ressurgit à travers nous pour pouvoir exister. Et ça n'a rien de mal dans le fond. Individu et image sont deux facettes de nous qui cohabitent à l'intérieur. Le tout est de ne pas laisser l'un prendre le pas sur l'autre. Mais les réseaux sociaux ne sont qu'une vitrine qui laisse voir seulement l'image. Et nous passons donc au 5e et dernier point, l'abonnement ou la neutralisation des échanges. Si vous êtes un peu attentif, vous remarquerez que les idées que j'énumère depuis le début, je les couvre sous un point de vue plutôt critique, mais on peut évidemment y voir du positif. Sauf que ça m'intéresse pas vraiment d'en extraire la matière positive, principalement parce que vous la connaissez déjà, et parce que derrière toutes les applications d'internet se cache un intérêt marchand qui fait qu'on vous les présentera toujours de manière positive de prime abord. Autre chose, c'est que les concepts que j'aborde ne sont pas uniquement dus à internet, mais c'est cet élément qui leur a permis de prendre vraiment de l'ampleur. Et il en va naturellement de même avec l'abonnement, qui devient de plus en plus la norme depuis qu'Internet existe. La logique de l'abonnement a vraiment été initiée avec le téléphone portable, où très rapidement, on a laissé tomber le forfait indexé sur le nombre de messages ou de caractères envoyés, pour passer sur des forfaits par palier. Vous aviez tant de messages par mois, tant de temps d'appels, etc. Et ces forfaits incluaient le prix du téléphone dans l'abonnement, en échange d'un engagement qui pouvait durer 1 an ou 2 en général. La suite logique de ça, c'est de se diriger de plus en plus vers l'illimité. D'abord les messages, puis les appels, et maintenant Internet illimité. Tout ça c'est un principe qui avantage le consommateur évidemment, mais surtout le fournisseur. Vous l'avez certainement remarqué, mais l'abonnement s'est vraiment démocratisé depuis ces 10 dernières années. Un cas qui a particulièrement retenu mon attention, c'est celui de la voiture. Il y a quelques années, on donnait le prix d'une bagnole, mettons 20 000 €, et à nous de nous démerder avec les crédits, les paiements échelonnés et tout le bordel. Mais maintenant, on s'abonne à une voiture. On donne de plus en plus le prix d'un véhicule sur son coût par mois. Pareil avec les logiciels, fini les achats à coût de prix exorbitants. Désormais on va payer une dizaine d'euros par mois pour un droit d'utilisation. Idem avec le cinéma, ça devient de plus en plus avantageux de se prendre une carte d'abonnement illimitée plutôt que de payer chaque séance. La logique de l'abonnement tend naturellement vers l'infini, vers l'illimité. Le but n'est pas de restreindre le consommateur, mais de lui ouvrir un marché auquel il aura un droit d'achat illimité, tant qu'il a payé à l'entrée. Ce qui est vicieux, c'est que ça a l'air d'être fait dans l'intérêt du consommateur. On aura toujours tendance à trouver que l'abonnement est plus avantageux que l'achat unitaire, ce qui n'est pas totalement faux, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Alors là on va parler d'économie, et plus précisément d'un économiste qui s'appelle Jean-Baptiste C, un économiste français de la fin du 18e, début 19e, qui a émis une théorie économique qui s'est faite démonter en règle par tous les économistes qui ont suivi, qui consiste à dire « l'offre crée sa propre demande ». Bon, si on veut chipoter, il n'a jamais dit ça. Il a énuméré une série de principes qu'on appelle la loi des débouchés, que l'on a simplifié en une seule phrase. Mais pour lui, c'est l'offre qui impulse le marché, car il considère que les produits s'échangent contre des produits. C'est-à-dire que si je vends un bien, c'est pour avoir de l'argent, dont la fonction est de me permettre d'acheter d'autres biens. Donc si on synthétise un peu le raisonnement, ça fait que je vends un produit contre un autre produit. Et ce qui rend ce raisonnement valable pour Jean-Baptiste C, c'est un autre principe qui est très important, c'est de dire que la monnaie est neutre, qu'elle est un voile entre les échanges. C'est-à-dire que les individus ne vont pas accumuler de l'argent pour sa valeur, ils ne vont pas chercher à obtenir du fric pour du fric. Et normalement, si je vous dis ça, vous me répondez que c'est complètement faux. Et si vous pensez ceci, c'est à cause d'un gars qui s'appelle John Maynard Keynes, qui soutient la thèse inverse de Jean-Baptiste C. Pour lui, c'est la demande qui impulse le marché. Et surtout, la monnaie n'est absolument pas neutre. Keynes nous dit qu'il y a des gens qui vont chercher à obtenir de l'argent simplement pour avoir de l'argent. Il en déduit que les gens vont, dans la mesure du possible, constituer une épargne.
Si on donne un salaire à un ménage, il va en dépenser 80%, 90% et garder le reste. Et à partir de ce postulat, on ne peut plus considérer que la monnaie est neutre. Et encore après ça, on a les monétaristes qui sont arrivés et qui nous ont dit que ce qui intéressait les gens n'était pas l'argent en lui-même, mais son taux de fluctuation, son taux de variation. Mais bon, je vous l'accorde, ça n'a plus vraiment de rapport avec la vidéo. Mais si le sujet vous intéresse, je vous invite à le creuser, évidemment. Bon, j'espère que vous suivez et que c'est pas trop compliqué, mais normalement tout ceci devrait prendre sens, vous allez voir. On vit dans un monde où c'est la demande qui crée l'offre et non l'inverse, et où la monnaie n'est pas neutre, ok? Mais en faisant en sorte que l'abonnement devienne la règle et non l'exception, eh bien on bouleverse tout le marché, et justement, ça tend à rendre neutre le rôle de la monnaie, et ça rend possible pour l'offre de créer sa propre demande. C'est-à-dire que ce principe économique très libéral du XVIIIe siècle dont on a toujours démontré qu'il était totalement faux, eh bien on est en train de faire en sorte qu'il puisse se réaliser. Et oui, dans la logique de l'abonnement, peu importe votre consommation, vous allez payer la même chose à la fin du mois, et de ce fait, l'abonnement est une incitation à la consommation. Pour reprendre l'exemple du cinéma, si vous payez votre abonnement et que vous n'allez voir qu'un seul film dans le mois, vous êtes perdant, vous ne rentabilisez pas votre carte. Et donc vous allez vous dire, il faut que j'aille voir plus de films. Et s'il vous faut voir par exemple 4 films dans le mois pour amortir la carte, alors on va créer chez vous une demande. Dites-vous la chose suivante, le fournisseur vous offre un accès illimité, mais vous êtes limité dans votre possibilité de consommation. Donc finalement, qui est gagnant dans l'histoire? Bah oui, physiologiquement vous êtes limité, au niveau du temps vous êtes limité. En gros, pour être vraiment gagnant, il faudrait que vous alliez à toutes les séances de tous les films, pour continuer l'exemple. Donc, on voit bien qu'il y a une asymétrie qui donne l'avantage au fournisseur. Et en plus, le petit truc vicieux qui fait le lien avec Jean-Baptiste C, c'est que l'abonnement contribue à la neutralisation de la monnaie. Comprenez que tout est question de prélèvement automatique maintenant. Votre salaire est versé sur votre compte, et une grande partie est aspirée automatiquement par les abonnements. Le loyer, le crédit, la voiture, internet, le téléphone, Netflix, le pass ciné, Amazon Premium et j'en passe. Il y a automatisation de la transaction, c'est presque de la planification économique sous couvert d'un désir de simplification. Les flux financiers sont de plus en plus contrôlés, rigides, et ça permet à une entreprise de connaître ses bénéfices à l'avance. Et le client derrière, avec un abonnement illimité, il paye en ayant la sensation que tout est gratuit, puisqu'il ne passe pas en caisse. C'est pas beau ça? En gros, on sera de moins en moins amené à manipuler de l'argent directement. Au mieux, on réglera des flux de prélèvement automatique. Et c'est dans ce sens que je dis que la monnaie devient neutre. On laisse notre portefeuille se gérer tout seul. Et je vous parie que la prochaine étape de l'abonnement concernera les besoins les plus élémentaires. La nourriture par exemple. Fini les courses, on paye tout à la fin. Bientôt vous serez abonné à votre supermarché. Vous pourrez remplir votre caddie et sortir sans payer. Bien sûr, il y aura des paliers. L'abonnement le moins cher ne donne droit qu'à prendre un nombre d'articles limité et d'une certaine qualité. Pour avoir une meilleure marque, il faudra prendre un abonnement plus cher ou bien payer un excédent sur ce produit. Bon, j'extrapole un peu, mais je suis presque sûr qu'on va se diriger vers un truc comme ça dans les années à venir. Mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment un mal de tomber dans ce type de consommation? L'achat à l'unité, c'est pas la panacée non plus quand on y pense. Donc c'est logique de se dire qu'on y gagne à s'abonner finalement. Et c'est pas faux. Mais si nous on y gagne, vous pensez bien que les entreprises y ont un intérêt encore plus grand. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une asymétrie entre consommateurs et fournisseurs. Eh bien, si la monnaie devient neutre pour le commun des mortels, pour nous autres consommateurs, eh bien, ça ne sera absolument pas le cas pour les sociétés qui vont brasser des sommes considérables. Si j'étais complotiste, je pourrais même être tenté de vous dire que les riches font en sorte que les individus considèrent la monnaie comme neutre pour que eux puissent accumuler encore plus d'argent derrière. Parce qu'il est là le nœud du problème. Ça va rendre encore plus riches les sociétés qui le sont déjà, et ça va transformer radicalement le squelette de l'économie pour que l'on ne puisse plus sortir de ce système. Bah oui, une fois qu'on est entré dans la logique de l'abonnement, c'est très difficile d'en sortir, car on a l'impression de perdre des avantages. C'est un système qui rend dépendant. Et je ne vous parle même pas des stratégies de culpabilisation des personnes qui se désabonnent. Je pense que les youtubeurs vous ont déjà assez fait chier avec ça, mais regardez ce qui se passe quand vous voulez vous désabonner d'un site, ou même juste d'une newsletter. On vous assène de smileys tristes et de messages du type « Vous allez nous manquer », à renfort de questionnaires pour justifier la raison de votre désabonnement. En gros, on fait jouer l'affect. Et c'est une autre des dérives de l'abonnement. On associe l'abonnement à une sorte de fidélité, de communauté. Et c'est flagrant avec ce qui se passe sur YouTube, où les vidéastes ne comprennent pas que leurs vidéos ne soient pas vues par l'intégralité de leurs abonnés, en plus de nous inciter à les financer sur Tipeee pour qu'ils puissent vivre, les pauvres. Dans cette situation, il y a tout. Il y a l'affect qui joue à 200%, l'offre qui crée sa propre demande. Bah oui, si on considère que les vidéos doivent être vues par tous les abonnés, ça veut dire que l'offre crée la demande. Et c'est un modèle avec lequel il faut prendre beaucoup de distance, je trouve. Parce que si on tient les consommateurs par l'affect,
alors c'est la porte ouverte à des dérives dont on n'a même pas idée. Ne retenez qu'une seule chose. L'abonnement avantage principalement celui qui va s'enrichir. Et donc, il est dans son intérêt de faire croire à celui qui va payer qu'il a également un avantage à tirer de l'abonnement. Et ce moyen, c'est de faire miroiter la possibilité de l'illimité. C'est ce simple mot qui va changer la donne. Voilà, on va se quitter sur cette petite touche d'optimisme. Pour ceux que ça intéresse, je vous bombarde de liens dans la description, dont un petit texte que j'ai écrit qui est à l'origine de cette vidéo, si ça vous intéresse. Pour les autres, eh bien, si vous regardiez cette vidéo depuis Facebook, je vous laisse continuer de faire défiler votre mur. Et si vous étiez sur YouTube, je vous laisse aller voir la dernière vidéo de Squeezie en recommandation juste derrière moi, afin de vous aérer l'esprit et de vous divertir après autant de réflexions. Bonne journée à vous, ciao la bise!